suis d'hiver droite et je vais être soutenu par Debout la France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan. La politique, pour moi, je veux dire que c'est un hasard. Si j'étais pas tombé un jour sur un article dans lequel je lis « La seule condition au triomphe du mal est l'inaction des gens de bien ». Et comme tous les Français, j'étais un grand râleur. Je râlais après ci, je râlais après ça. Je me dis, si tu te crois meilleur que les autres, t'as qu'à y aller. Et j'ai jamais caché mon admiration pour Philippe de Villiers. Et j'ai une amie, aujourd'hui décédée malheureusement, à qui j'en avais parlé quelques jours avant, et qui m'avait déposé dans ma boîte aux lettres ce bulletin de Philippe de Villiers. Je n'avais pas touché, il traînait sur une commode. Je me suis dit, je vais faire quelque chose, je vais donner une cotisation, et j'irai coller des affiches, et j'irai distribuer des tracts. Et ça s'arrêtera là. Et il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant, on était en 2006, la présidentielle de 2007 se préparait, je reçois un coup de fil, on fait une réunion avec les amis de Philippe de Villiers, est-ce que vous voulez venir? Je viens, et la moyenne d'âge, comme dans tous les partis, est d'à peu près 70 ans, comme dans de nombreux partis. Et là, je me dis, catastrophe, ils vont me demander de m'investir. Et c'était pas du tout mon but. Moi, j'avais une vie que j'aimais beaucoup. Je sortais un livre par an, je faisais quelques petites conférences. J'étais l'ami de tout le monde. Je me dis, si je m'engage aux côtés de Philippe de Villiers, ma vie va changer. Et cette petite voix en moi m'a dit, la seule condition au triomphe du mal est l'inaction des gens de bien. Tu vas partir sur un chemin scabreux, mais où tu as le courage, et tu y vas, où tu es à dégonfler, et tu continues ta petite vie pépère. Alors j'y suis allé. J'y suis allé quand effectivement on m'a demandé, j'ai dit d'accord. Et il y a 10 ans, pratiquement jour pour jour, on était dans cette même salle, je faisais mon premier débat comme mon camarade sur la gauche. Il y avait des ténors, il y avait Jean-Louis Léonard, il y avait M. Branger, il y avait M. Bonin, il y avait des gens connus. Et j'étais là devant tout le monde à essayer de parler. Et on a fait un mauvais score, on a fait 2%. Et j'ai fait 2%. Philippe de Villiers nationalement a fait 2%, et moi j'ai fait 2%. 2% c'est nul, mais j'étais le moins mauvais des candidats villiéristes dans la circonscription, alors que ma circonscription était le 3e score villiériste du département. Et on m'a dit, mais attends, c'est toi le moins mauvais, il faut quand même que tu continues. Je me suis dit, oui, je vais continuer, ma vie va changer. Ma vie va changer. Voilà, tout ça pour vous dire. Et alors après, j'ai eu des sollicitations pour appartenir à d'autres mouvements, je ne les citerai pas, c'est assez rare, on a du centre au Front National. Je n'ai jamais voulu intégrer un autre parti. Moi, je fais de la politique par conviction, par opposition à ceux qui veulent donner d'autres dimensions à leur vie, et par carriérisme. Moi, le carriérisme ne m'intéresse pas, j'aime encore la vie que j'ai, et je fais ça pour défendre des idées et des valeurs. Moi, dans des grandes lignes, mais là où je vais m'opposer, donc, je réponds à la question, la France doit-elle intégrer le pays qui ne font pas le commerce des armes? Non. Ils ont dit oui, mais je pense que c'est non. La France ne doit pas intégrer ce pays. La France, ça serait l'idéal, effectivement. Si tout le monde, si l'homme était un homme idéal, on n'aurait pas besoin d'armes. Seulement depuis que le monde est monde, quand on envoie des explorateurs au 15e, au 16e, 17e siècle, comme des explorateurs qui arrivaient dans des terres complètement inconnues, trouver une nouvelle civilisation qui n'avait pas été gangrénée par la nôtre, ils étaient déjà en guerre. Donc c'est dans la nature de l'homme d'être en guerre. C'est dans la nature de l'homme, on a tous une dualité. Donc malheureusement, ça ne sert à rien d'être utopiste et se dire qu'il n'y aura pas de guerre, donc il faut des guerres. On a aussi le terrorisme qui a été évoqué par celles qui ont parlé avant moi. S'il vous plaît, tout le monde se respecte. Là, on a le terrorisme qui n'a jamais été aussi patent. Et là où je vais m'opposer, et c'est pour ça qu'il faudra des députés d'une autre couleur politique que l'ambiance actuelle, c'est que on nous dit, grâce à l'Europe, on se protège. On n'a jamais eu autant de terrorisme et on n'a jamais eu autant d'Europe. On a supprimé les frontières, on n'a jamais eu autant de gens qui rentrent à l'intérieur, et c'est lié, et ce terrorisme arrive en même temps. Donc à un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles en leur disant « l'Europe va nous protéger ». L'Europe était là pour nous protéger. Quand on a créé l'Europe, et notamment le traité de Maastricht, quand on l'a voté en 92, on nous avait dit « c'est cette Europe qui va nous protéger ». Ah, c'est Denis, d'accord. Donc, en conclusion, je vous dirais que oui, malheureusement, il faut produire des armes, il faut contrôler ça au maximum. Elles ne doivent pas circuler. Je suis contre, personnellement, que les personnes puissent
posséder une arme. On est dans une situation très tendue actuellement en France, et si tout le monde a son arme sur lui, je crains que cette situation n'explose réellement. Donc le commerce des armes, oui, pour les nations, pour le peuple, il va falloir se résoudre à ne jamais créer cette loi qui permettrait d'être armé. Important, surtout dans notre circonscription. On est une circonscription rurale, on a de moins en moins de paysans, et les paysans qui vivent dans la circonscription sont de plus en plus malheureux. Je ne sais plus quel est le nombre de suicides d'agriculteurs français chaque année, et ça augmente tout le temps. On ne me dise pas que la politique européenne est une aubaine pour les paysans français. La PAC est une catastrophe. Le paysan vit de subventions. Est-ce que vous avez... Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, mais je ne sais pas, moi je vais prendre un exemple. Quand j'écris un livre, on me dit, tiens, tu vas écrire ce livre, mais personne ne va le lire. On va regarder combien il fait de pages, et puis en fonction du nombre de pages, on va te payer. Mais il n'y a rien de plus frustrant pour quelqu'un qui travaille que de subir ses conséquences. Quelle est la satisfaction d'un paysan qui voit ses récoltes qui sont brûlées, qui sont anéanties, alors qu'il s'est donné du mal pour les faire? Donc moi, non seulement, je ne sais même pas ce qu'il peut de la question, parce que pour moi, la PAC doit être soit complètement revue de A à Z, soit carrément supprimée. Donc la question, c'est est-ce qu'il faut répondre oui ou non, quelle devrait être la position de la France? La position de la France, c'est ce que je viens de dire. On supprime cette PAC, ou on la renégocie de manière à ce que nos paysans vivent dans des conditions décentes, qu'ils vivent de leur travail et pas de subventions, et qu'ils puissent retrouver, et qu'on ait surtout des paysans plutôt qu'une agriculture qu'on achète, qu'on importe, une agriculture dont on n'est pas toujours certain. Donc, je serais aussi favorable, puisqu'on parle de l'agriculture, à taxer tout ce qui pourrait venir de l'étranger, de manière à ce que nos agriculteurs retrouvent une certaine dignité dans leur travail. La question, si je suis élu député et si la politique qui est suivie est celle que je préconise, ne se pose pas. Parce que je ne suis pas favorable à ce que l'Europe soit omnipotente et décide de tout pour nous. Cette Europe, qui a pris un élan considérable avec le traité de Maastricht, avait été faite, je ne sais pas si tout le monde s'en souvient, pour se protéger, soi-disant, contre deux blocs qui nous menaçaient. Le bloc américain, le bloc asiatique. Et on disait, c'est pas la petite France toute seule qui va y arriver. Alors déjà, la première chose que cette réflexion m'inspirait, c'est pas comme ça qu'on donne confiance à un peuple, en lui disant, vous êtes un petit pays et vous n'allez pas y arriver. C'est pas, si De Gaulle avait tenu ce genre de propos, jamais De Gaulle n'aurait été De Gaulle. Première chose. La deuxième chose, c'est de voir un peu ce qui s'est passé. Et c'était, alors ça a quelques années, parce que c'était à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy, c'était donc il y a 5 ans à peu près, et je lisais avec intérêt les pages saumon du Figaro, qui sont beaucoup plus intéressantes que les pages blanches. Les pages blanches, on vous dit, l'euro va tout sauver. Dans les pages saumon, on vous explique que l'euro c'est une catastrophe. Bon, on ne l'explique pas, mais vous le sentez. Et là, il y avait une sorte de sommet des ministres européens de l'économie. Et l'équivalent américain, c'est-à-dire le secrétaire au Trésor, le secrétaire américain au Trésor, qui est une sorte de ministre de l'économie, qui est le ministre de l'économie américaine, qui s'appelle, de mémoire, Tim Geithner, vient et dit « je m'impose, je viens ». Et là, il n'y a pas une voix européenne pour lui dire « vous dégagez ». Non seulement il vient, et à la sortie, il donne des conseils à l'euro. Quelques pages plus loin, c'était les Chinois, dans le même journal, qui étaient là en disant « nous, on a investi beaucoup en euros, on est prêt à continuer à le faire, mais à condition que vous mettiez de l'ordre dans votre monnaie ». On a lutté avec l'Europe contre ces deux blocs qui étaient là pour nous menacer, et dans le même journal, le même jour, on avait ces deux blocs qui venaient dire aux Européens ce qu'il fallait faire. Donc, en matière économique, je crois que l'Europe a été un fiasco. Et c'est le plus grave fiasco, mais il y en a eu d'autres. Alors, je pense que tout le monde est d'accord. Vous faites ce Je disais, tu peux faire partie de ton chronomètre. Je disais sérieusement que je crois que tout le monde est d'accord pour dire que l'élection présidentielle qu'on a vécue
a été une arnaque. A été une arnaque parce que ce n'est pas le peuple qui a choisi son président, c'est le système. Alors le système, je pourrais en parler pendant longtemps, et c'est ce que je vais faire durant les réunions un petit peu, mais le système a mis un homme de son sérail à la présidence de la République. Je crains que les législatives qui arrivent, et si les électeurs ne sont pas vigilants, nous amènent dans un deuxième piège et une deuxième arnaque. Et ceci pour deux raisons. La première, c'est que pendant la campagne, celui qui est devenu président de la République a dit « ça ne sera pas ni droite ni gauche, ça sera droite et gauche ». Et ce qu'il appelle droite et gauche, c'est cette droite gouvernementale qu'on appelle gouvernementale et cette gauche gouvernementale. C'est-à-dire ceux qui, depuis 1974, nous ont plombé et ont amené la France au bord du gouffre. Et il va prendre ces gens-là, il va les mettre dans un shaker, il va secouer et il pense qu'il va en sortir des étincelles. C'est comme si un sélectionneur d'équipe nationale de football allait voir, pour faire former son équipe, regarder dans les profondeurs du classement, regarder les équipes qui perdent tout le temps, il prend les joueurs, il extrait de préférence les meilleurs, et il dit c'est avec ça que je vais faire une équipe championne du monde. Il va prendre cela, et il pense qu'on va s'en sortir. Moi je ne le pense pas. Deuxième raison pour laquelle, il reste du temps ou pas? Parce que ça peut passer une minute, non. Deuxième raison, c'est que durant toutes les élections, j'ai 57 ans, donc je vais m'intéresser aux élections depuis 81, je n'ai jamais vu en aussi peu de temps autant de trahison et avec autant de violence. Et alors que ce soit la gauche ou que ce soit la droite. À gauche, ils ont dit, si on a un candidat à la primaire, on le soutiendra tous. Et le champion du monde, je crois, c'est Manuel Valls, qui va ensuite dire, j'appelle Macron. Et alors, tout le monde ne connaît pas l'anecdote, parce que les journaux en parlent peu, mais vous connaissez cette histoire de je clique et ça ne marche pas? Non, personne ne la connaît. Macron veut être investi par En Marche. Valls veut être investi par En Marche. On lui dit, mon grand, tu fais comme les copains, tu vas sur le site et tu t'inscris. Et il a dit au gars d'En Marche, mais je ne comprends pas, ça ne marche pas. Je clique, ça ne marche pas. Et il y a un d'En Marche qui, pour bien sûr tomber l'ancien Premier ministre, l'a raconté. Le problème du syndrome Macron, c'est qu'il va envahir aussi la droite. Et on a vu tous les gens de droite faire des mamours à Macron. Alors je ne vais pas tous les citer. Oh, c'est bien dommage. Je vous viendrai à notre réunion parce que ça peut durer un moment. On a des réunions un peu partout. Je vous remercie.